Au Québec, entre 2019 et 2020, plus de 19 000 appels incendies par année sont dirigés au 911. 911, c'est pour quelle ville? Vis-à-vis du kilomètre 25, il y a un Spider qui vient de prendre en feu. Une moyenne de 52 par jour, répartie sur un total de 633 casernes. Ce qui fait en tout 21 000 héros dans l'ombre prêts à entrer dans le feu pour sauver des vies. Un métier dangereux, physiquement et mentalement, mais ils seront toujours prêts à aider leurs prochains et ce jusqu'à en risquer leur propre vie. Je pense que ma plus belle expérience d'intervention, j'ai eu la chance de sauver une vie en 2007. Je suis comme arrivé à temps pour lui sauver la vie. Ça, c'est sûr que c'est un beau cadeau d'une vie de pompier, d'avoir pu sauver une vie. Ouais. Au Québec, de 1849 à 2012, et ce pour le service incendie de Montréal seulement, c'est 196 pompiers décédés en devoir. Un métier à risque élevé dont peu de gens connaissent véritablement l'arrière du décor et qui mérite d'être reconnu et honoré. Temps plein, temps partiel, il n'y a pas de différence lors d'un appel. L'objectif, sauver des vies, des biens et l'environnement. Vous découvrirez au travers les témoignages qui suivent des hommes et des femmes dans leur quotidien, leur travail, leur passion. De l'embauche, en passant par la formation et les pratiques, ces gens s'investissent corps et âme pour aider leur communauté. Étant tout petit, j'ai tout le temps voulu devenir pompier. L'oncle à ma mère était pompier pour la caserne de Saint-Césaire, puis à l'âge de 6 ans, il m'avait emmené voir les installations, les camions, puis j'ai tout de suite eu la piqûre. Donc, en 6e année, quand j'avais fait mon livre de finissant, c'était marqué métier pompier. Fait que je sais que depuis que je suis tout jeune, que c'était ce métier-là que je voulais faire. Bon, j'ai décidé de devenir pompier parce que comme petit garçon, j'étais impressionné par les camions, par l'action, les pompiers. J'avais vu le feu. Fait que, puis de fil en aiguille, le désir d'aider la population. Puis me voilà. Moi, dans le fond, j'ai personne dans la famille qui est pompier. C'est un ami à mon père qui était pompier. Puis moi, j'ai joué au hockey junior majeur. Quand j'ai fini de jouer au hockey, je cherchais un peu quoi faire. J'avais appliqué à l'université en kinésiologie. Puis là, il m'a présenté son ami qui était pompier à Montréal dans le temps. J'étais allé visiter la caserne un dimanche, j'ai passé la journée là-bas avec lui, puis à partir de là, j'ai comme pogné la piqûre un peu de la job. Je me suis rendu compte que le travail d'équipe, tout ça, c'était vraiment comme le hockey. Fait que le lendemain, j'ai appliqué à l'IPIC, puis ainsi de suite. J'ai fait l'IPIC, après ça le DEC, puis après ça, j'ai appliqué dans les villes. Fait que, dans le fond, c'est pas mal ça, le parcours. Pourquoi j'ai devenu pompier, c'est à cause d'un ami à mon père qui est pompier à Montréal. Afin d'être en nombre suffisant sur les interventions, il faut recruter, ce qui n'est pas une mince affaire en milieu rural. Effectivement, c'est plus difficile en 2023 recruter des pompiers à temps partiel. Je vous dirais qu'à Saint-Alexandre, on s'en sort somme toute quand même passablement bien. Mais la réalité dans les régions rurales ou plus éloignées, là, il commence à avoir une grosse pénurie de main-d'œuvre parce que les bassins de population sont moins grands, moins à proximité des grands centres aussi. Fait que, on a beaucoup de difficultés à recruter, oui. Puis je pense que c'est la formation qui fait peur aux gens aussi. La formation n'est pas uniforme à la grandeur du Québec, là. Il devrait y avoir une réforme dans le milieu de l'incendie pour la formation. Peut-être que ça l'aiderait un petit peu aussi à l'embauche. Nous, quand on fait une embauche de pompier, bien, on passe une entrevue, un petit test théorique, puis un test physique pour choisir nos participants. Benoît Brodeur, 47 ans. Je suis le 101, directeur du service incendie, caserne 47 à Saint-Alexandre. Ça fait 20 ans que je suis pompier. La formation n'échappe pas aux candidats à temps partiel. La théorie est aussi importante que la pratique. Puis que ta fumée, ben, ça provient des gaz de pyrolyse, qui est rempli de gaz, un peu comme du gaz propane, tout ça. Puis la fumée, ben, ça peut faire ton combustible puis ta chaleur en même temps.
Fait que ça peut toucher à 2 côtés du triangle du feu d'une shot avec lui tout seul. Fait que c'est pour ça que dans les feux, notre fumée, c'est souvent ça qui propage notre incendie par convection. Tout le monde me suit jusque-là? Moi, dans le fond, j'ai fait la formation pompier 1. C'est avec... faut que tu te fasses engager, dans le fond, par la municipalité. En plus que le plan 1 est pareil, mais ta fumée est pas mal Ensuite de sensible. ça, les choses s'engagent toutes seules pour que tu puisses devenir pompier en faisant le cours. Moi, mon nom, c'est Jérémy Co. J'ai 20 ans. Je suis pompier pour Saint-Alexandre. Puis mon numéro de caserne, c'est 47. Les recrues à temps plein ne sont pas pour autant épargnés. Oui, c'est sûr. On aurait eu un accès en haut des pieds. Cordage guide, c'est qu'on n'a pas mis là. On n'a pas mis, mais dans le panier. On aurait pu prendre le cordage du scooter, du truck pour s'installer. Pour être temps plein, ça prend au moins le DEP, qui est un an. Qui est un an de cours, soit à Mirabel ou ça peut être à l'IPIC ou au CNDF. Sinon, pour être à temps partiel, c'est habituellement, il faut être pompier 1, que ça, c'est un peu moins de cours, ça peut prendre quelques mois à faire, mais ça, c'est juste pour les services à temps partiel. Il faut passer par des concours. C'est un domaine qui est quand même très contingenté. C'est un peu moins pire ces années, mais ça reste quand même difficile, donc il faut essayer d'être les meilleurs du concours. Que ce soit avec des tests écrits, des tests physiques ou en entrevue. Puis il faut absolument se démarquer d'être dans les meilleurs sur des centaines de personnes. Je suis Stéphane Lavigne. Je suis présentement stagiaire ici à Saint-Jean. Je suis étudiant à l'Académie des pompiers à Mirabel. Donc ça, je suis en train de faire mon stage à la caserne Nord. L'entraînement est la clé d'une formation bien assimilée et doit être structurée. Les formateurs doivent transmettre leurs connaissances et leur savoir-faire. Les gars, qu'est-ce qu'on va faire? On va être en équipe de 2. 2, 4, 6, ouais. En équipe de 2, on va sortir une longueur de hausse. Ben, qu'est-ce qu'on sort comme d'habitude, comme setup, comme si on attaquerait dans la maison. Vous allez rechercher pour une victime en dedans. Puis, on y va comme ça. Après ça, on va faire un roulement de tout le monde. Et j'ai la machine à boucan, on va partir ça après. Puis on va recommencer avec la boucan. C'est bon? Avec les 2 premiers qui s'endossent, je vais aller mettre la victime en dedans une bonne fois. Ah, c'est des grands sacs. Tac, vous allez au 2e étage. C'est bon? Vous allez à la porte à droite. Let's go! Communication. On rentre en dedans, recherche de victimes, puis en équipe de 2. Pas mal ça. Moi, je suis Claude Krantz, formateur pompier 1, ici à Bedford. C'est tout ce qui est la formation pour commencer à être pompier, c'est la base. Ensuite de ça, au fur et à mesure qu'on va vouloir évoluer, il y a d'autres cours qui vont s'offrir à nous, mais pour être pompier dans les petites municipalités de 25 000 habitants et moins, ça prend le pompier. On est pas mal sur la fin. Ça s'en vient là, quand même assez bien. C'est pour ça que là, c'est juste de la pratique, comme si on entrerait dans un vrai feu. Ils font la recherche, puis des fois c'est l'extinction, des fois c'est la recherche. Ça dure à peu près 1 an, là, la formation. Pour ce qui est de des pompiers, on fait un soir semaine, puis un avant-midi par semaine, puis ça dure environ 1 an. Là. La formation des pompiers à temps partiel comporte plusieurs facettes.
Ceux-ci peuvent donc se perfectionner afin d'être plus à niveau lors d'entraide avec les villes avoisinantes où le service est en plein. Nos relations avec les services incendie à temps plein, moi, je dirais que somme toute, ça se passe quand même bien. Nous, ici, à Saint-Alexandre, le service incendie temps plein le plus près, c'est Saint-Jean-sur-Richelieu. On a quand même une bonne collaboration du port du service incendie de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ma vision de la chose, moi, c'est qu'un service incendie temps plein, un gros service comme celui de Saint-Jean-sur-Richelieu, doit agir à titre de grand frère au sein de sa MRC, puis amener les petits services autour de lui à s'améliorer, puis à devenir de plus en plus structurés, puis formés, et ainsi de suite. Moi, je pense qu'ils ont tout intérêt à partager le savoir avec nous. Là. Ça va emmener tout le monde vers l'avant, autant pour la couverture du schéma de couverture de risque que pour la sécurité des pompiers, et ainsi de suite. Mais je dirais que de plus en plus, là, même les petits services, on est de plus en plus structurés, formés et prêts à faire face à la danse. Bonjour, je m'appelle Martin Argouin, je suis formateur en incendie pour l'École nationale des pompiers du Québec depuis plus de 15 ans. J'enseigne différents modules de formation pour l'école. Aujourd'hui, en bref, c'était deux cohortes de pompiers, un pompier 1 et une cohorte de pompier 2. On donnait du monitoring à des pompiers 1 qui débutaient leur formation, ainsi qu'à des gens qui débutaient une formation aux pompiers 2. Okay? Donc, qui était l'initial. L'objectif initial, quand on donne ces formations-là, c'est s'assurer que tout le monde a les bonnes connaissances qu'ils ont acquises en classe durant la théorie. Mais c'est vraiment de la base. Là. Après, une fois qu'on sait qu'ils contrôlent la base, on va évoluer plus loin dans la formation. Qu'est-ce qui est intéressant à enseigner aux élèves, c'est l'enrichissement que ça peut te donner, parce que c'est des gens qui viennent de différents milieux, donc qui t'apportent différentes visions de leur expérience de vie, eux autres, leur expérience de travail, qu'on peut coupler au service d'incendie. En plus de la formation, tous les pompiers, qu'ils soient temps plein ou partiel, doivent mettre leurs connaissances à jour en pratiquant régulièrement ce qu'ils ont acquis. Des incarcérations, sauvetage ou échelle aérienne, entre autres, toutes des compétences essentielles qu'ils doivent maintenir à jour. Donc cette semaine, on a dû intervenir avec les paramédics pour aller récupérer une victime qui était tombée du 10e étage sur le toit du 3e étage. À la caserne de Saint-Luc, on a une échelle avec un panier, une nacelle. Donc on a pu aller la récupérer facilement grâce au panier. Maintenant, si le véhicule était hors service, on doit avoir une méthode de dépannage. Donc c'est ce qu'on va pratiquer actuellement avec une échelle aérienne, un système de palan 4x1 pour récupérer la victime qui serait prise sur un étage ou en aide aux paramédics. Je m'appelle Jonathan Arnaud, j'ai 40 ans. Ça fait 15 ans que je suis au service de Saint-Jean-sur-Richelieu, matricule 817. Je suis affecté à la caserne de Saint-Luc et je suis lieutenant. Comme on parlait tantôt avec notre officier, c'est si jamais on avait besoin de faire une méthode de dépannage par rapport à une intervention qu'on a eue, fait qu'on pratique. Là, on a eu besoin d'avoir accès au toit avec notre échelle. On a grimpé l'équipement que vous pouvez voir ici. Juste là, on a grimpé tout le stock à la main parce que maintenant on n'aurait pas eu d'accès au toit. C'est notre victime ici qu'il faut secourir. Tu vas-tu le faire descendre un peu qu'on puisse s'accrocher? Oui. Puis on va commencer notre système 4x1 avec notre civière. D'ailleurs, on va en placer. Tu t'occuper de mettre la victime dedans? Peut-être. Là, c'est sûr, il faut penser qu'on aurait quelqu'un qui prodigue des premiers soins et tout ça, mais aujourd'hui, on est vraiment là pour la pratique de manœuvres d'échelle, de cordage. Kelrose, 37 ans, pompier à la caserne 1 de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Pour l'instant, d'abord, je le mets juste pour la pratique. Comme vous pouvez voir, on a différentes couleurs aussi quand on va travailler. On va avoir le bleu qui est l'assurage, qui est comme la sécurité de la victime. Puis on va avoir notre orange qui est notre corde de manœuvre. Fait que souvent dans le métier, on a des références comme ça qui sont intéressantes. Afin de simuler une vraie intervention, les pompiers de Saint-Alexandre ne lésinent pas sur leurs efforts et le réalisme à mettre en œuvre pour pratiquer leurs effectifs.
Aujourd'hui, pratique, on est le 8 juin. On fait des pratiques de désincarcération en forme de simulation. On a fait on va faire 3 simulations, 3 scénarios différents avec des victimes vivantes, des victimes qui sont considérées comme décédées. Chaque évolution, on change le scénario, fait que les scénarios différents. Les gars, ils font toutes les différentes positions. Centrale, unité 247, 10-17. On a 2 véhicules d'impliqués. 247 va être en mode reconnaissance. Centrale 14, 8h35. Fait que les gars, on va se prendre des gants de PR. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a. Toi, reste sur le bord, on sortira pas tout de suite le jet, on va voir. 547. Puis le gars qui crie, là, on s'en mêle pas, OK? Je m'en occupe. Laisse les tranquille. Centrale 14. T'avais-tu la batterie? J'ai pas entendu. On va se prendre des gants de PR puis on va aller voir les victimes. Ça, c'est moi qui conduis ce char-là. Ce char-là, y'a rien. Okay. Moi, je suis correct. Okay. Là, la petite fille est inconsciente. Il y a un petit gars dans l'auto, là. Parfait. Là, on va aller voir ça, rester sur le bord, on s'en occupe. C'est ça. Pompier 75, PC. PC, On va juste prendre les hanches, lui va prendre la tête, on va la sortir tranquillement. À 2 gars, la grosseur qu'elle a, on va être capable de la sortir. Tu peux tout de suite aller chercher sa tête. C'est sûr que ça boite, là. C'est sûr que des fois, là, Et avec tous ces efforts, les services incendies de Saint-Jean-sur-Richelieu et Saint-Alexandre sont prêts à intervenir afin d'aider leur communauté dans les moments les plus difficiles. Une fois préparé, il ne reste plus qu'à attendre les appels. Que ce soit pour un accident de la route, un incendie ou toute autre intervention, les pompiers interviennent quelle que soit la saison ou l'heure. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ou encore 365 jours par année, ces héros sont là pour vous aider. Les pompiers de la caserne 3 à Laval ont en moyenne de 1500 à 1600 appels par année. Ils sont aussi premiers répondants, ce qui représente un travail colossal, mais qui fait la différence. Là, Lélé, je te dis, c'est un tempo. Ah, Lélé? Ouais, c'est un tempo. Tempo en feu? Ah, Lélé? Ouais. Ron va sortir un jet au pire, je peux aller en dedans avec la caméra rapido pour voir si c'est collé sans bâtisse. Ok, mais tu sais. Ouais, c'est bon. Oh oui, il y a un flag, il y a un bon flag. Oh ouais. C'est déjà un peu les fois. Ah, c'est là en avant, là, ici, là. Ouais. Ben, le niveau de stress, c'est toujours géré. En fin de compte, le fait d'avoir plusieurs années en gestion comme officier fait en sorte que, pour ma part, automatiquement, le niveau de stress n'est pas le même que quand j'étais promu, quand j'ai été promu, je veux dire. Fait que l'expérience rentre en ligne de compte. C'est sûr que ici, j'ai une équipe qui est régulière, donc je connais les individus, je sais comment ils travaillent, ils savent comment moi je travaille également. Donc, le niveau de stress est réduit. Est-ce que le stress est inexistant? Non.
tout dépendant des interventions à lesquelles on va faire face. Mais plus qu'on a d'interventions, mais moins qu'on va être stressé. Je parle toujours pour ma part. Donc, mais le métier est fait en sorte que chaque équipe sait quoi faire. Moi, j'ai juste à coordonner ces équipes-là. Les tâches sont déjà déterminées. Je vais les assigner, mais les tâches sont déjà déterminées quand on arrive sur une intervention. Donc, tout ça fait en sorte qu'on est capable de gérer le stress, puis, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à faire face au stress. Oui, c'est tout dépendant de ce qu'on voit, de ce qu'on vit, de ce qu'on vit à l'extérieur de la caserne aussi. Ça peut être différent. Ça peut jouer sur ton niveau de stress lors des interventions, mais plus qu'on a d'années d'expérience, bien moins le stress est présent. Puis, ben, c'est ça. Mon nom est Léandre Papillon. J'ai 49 ans. Je suis lieutenant ici à la caserne 3. Mon matricule, c'est le 284. Bien, pompier, pour moi, c'était beaucoup pour aider mon prochain, dans le fond, aider le citoyen. J'ai toujours aimé ça, rendre service puis dépanner les gens. Puis pompier, c'est souvent ça. Là, on aide les gens qui sont dans le besoin. Donc, c'est la raison principale pour laquelle je me suis engagé comme pompier. Bien, la sensation principale, là, c'est l'adrénaline, je dirais. Là. Il y a des gens, des fois, qui ça va être du stress, mais dans le fond, moi, je vois ça plus comme l'adrénaline. Dans le fond, un pompier, en général, va toujours être excité de faire son travail, même si souvent, c'est pas nécessairement des situations qui sont toujours plaisantes pour le citoyen. C'est pour ça qu'on essaie aussi de faire attention, parce que nous, on aime notre travail, on aime ça pogner des feux, on aime ça avoir des situations d'urgence, mais toujours être respectueux pour le citoyen. Fait que le devoir, le plaisir de faire mon travail, puis d'avoir le sentiment du devoir accompli. Là. Donc moi, c'est Maxime Lavoie, j'ai 36 ans, matricule 442, service d'incendie de Laval. Je travaille à la caserne 3, puis je suis pompier, je suis chauffeur-opérateur de l'unité 203. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est qu'il faut être prêt à tout, puis être toujours prêt. On peut pas se dire une journée, je prends ça relax, je fais rien, mais non, parce qu'à chaque jour, ça peut être différent, puis tu peux pogner l'appel de ta carrière que tu vas faire la différence justement pour sauver des vies ou autre. On ne sait jamais sur quoi on s'en va. Chaque journée est différente. Il n'y a pas une journée qui est pareille. Ça va dans l'inconnu à chaque jour. À chaque appel qui sonne, on ne sait pas sur quoi on s'en va jusqu'à temps qu'on voit la carte d'appel. Puis encore là, tu vois la carte d'appel. Puis quand tu arrives sur les lieux, ça peut être toute autre intervention. Et d'avoir peur de le porter dans la maison, non, parce que je me sens tellement... Puis c'est pas de l'insouciance du danger, au contraire. C'est que je me prépare tellement à aller dans ces situations dangereuses-là que je sais que je vais être capable de réaliser, de saisir la situation qui va être trop dangereuse, qu'il va falloir que je quitte. Je ne mettrai jamais ma vie en danger pour aller sauver un autre. Puis ça, c'est pompier en général, mettons. Oui, on va prendre des risques, mais des risques calculés qu'en tant que pompier, on sait qu'on est capable de le faire. Mais de là à dire que j'ai peur de porter dans la maison, c'est pas de quoi qui m'effleure l'esprit quand je rentre travailler. Puis je pense qu'il ne faudrait pas que je commence à faire ça parce que c'est là que tu vas peut-être commencer à développer du stress sur les appels ou sur les incendies au lieu de la fébrilité puis avoir hâte de travailler. Okay. Mon nom, c'est Olivier Tremblay, j'ai 32 ans, 31, pour avoir 32 ans. Caserne, t'as dit? Caserne numéro 3, la ville Laval, ça fait 5 ans que je suis ici. Puis matricule 496. À quelques minutes sur la rive sud de Montréal se trouve la caserne 31 du service de sécurité Incendie Longueuil. Une moyenne de 3000 appels par année y sont acheminés. Parmi eux, un accident à la jonction des deux villes, soit sur le pont Jacques-Cartier, engage leurs ressources. De nuit après.
Donc c'est ça, vers 13h07, on a un appel pour un accident avec blessé sur le pont Jean-Cartier. En chemin, on avait l'info qu'il y avait une moto impliquée. Rendu là-bas, il y avait effectivement le motocycliste qui était au sol avec plusieurs fractures au bras, au poignet surtout. Il se plaignait aussi de douleurs au dos. Très blême, donc on a fallu assister les paramédics pour l'immobilisation. On a envoyé ce gars-là à l'hôpital finalement. Plus grande peur qu'il arrive quelque chose, soit à mes collègues ou à moi. On fait un métier dangereux, donc c'est sûr qu'une de mes plus grandes craintes, là, c'est qu'un pompier soit blessé gravement ou même moi-même ou même voir la mort. Chaque appel est un exploit. Dans le fond, on résout le problème du monde. Quand que le monde font le 911, c'est parce qu'ils sont dans le trouble. Donc, de répondre aux appels d'urgence du monde en détresse, c'est un exploit, un accomplissement même au quotidien. C'est un secret pour personne. La condition physique, pour commencer, une bonne condition mentale. Sont les deux principaux, là, je dirais, deux principales qualités qu'il faut pour faire le métier. Mon nom est Carl Pelletier. Je travaille à la caserne 44 dans le secteur de Brossard. Aujourd'hui, je suis à Greenfield Park, caserne 33, en remplacement comme chauffeur. J'ai 41 ans. Ça fait 17 ans que je suis pompier. On retourne plus au sud, à Saint-Jean-sur-Richelieu, caserne 1, là où la vie en caserne se déroule pour l'équipe de garde. Sont à l'horaire des pratiques, l'entraînement physique, l'inspection des équipements, le nettoyage des camions et des lieux, ainsi que la préparation des repas. Une journée bien remplie, mis à part les interventions à venir. Oui, on prépare encore les soupers. Tantôt, on a préparé les dîners. Là. Je pense que tu as manqué ça. Mais oui. Là, on prépare les soupers. Ça va être aujourd'hui un petit peu moins santé, là. Mais on va l'accompagner toujours de la salade. On s'occupe pas mal de la bouffe, là. Ouais. On essaye de ressembler la gang, là. Jusqu'à date, ça marche. Ça va très bien. Là, nous autres, on est là avec une autre équipe. Mais à chaque fois que tu finis ton shift, dans le fond, là, tu vides, tu laisses la place pour les autres. Mais comme tu as dit, chacun amène ses affaires. Puis il y a des équipes qui amènent du long, puis des choses dans même. Nous autres, on essaie de préparer pas mal. À déterminer. Là, je vois les noms qu'il a mis. Sur une journée de garde, maintenant, on est sur l'horaire 24 heures, donc ça a changé. C'est notre deuxième année sur l'horaire 24 heures. Avant, on avait un horaire de 10 heures, puis de 14 heures de nuit. Donc, sur une journée traditionnelle, on commence à 8 heures notre journée de travail, donc généralement, on va arriver 15-20 minutes d'avance. On va parler avec la relève, voir ce qu'ils ont eu dans le dernier 24 heures. Les opérateurs vont se donner un petit peu les consignes s'il y a eu des problèmes mécaniques ou s'il y a eu des pertes d'équipement. Par la suite, on fait nos vérifications, on va vérifier chacun notre appareil respiratoire, on va vérifier le matériel dans le camion. Ensuite, on va déjeuner tous ensemble. Et puis, tout ça, bien sûr, c'est rythmé par les appels qui pourraient se retrouver. Au quotidien, on doit avoir une formation qui occupe notre journée. Donc, en fonction de la journée et surtout de la température, mais on peut avoir des formations qui sont plus pratiques à l'extérieur, où on va aussi jouer avec de l'eau, ou des formations qui seront plus théoriques. En fonction encore de la période de l'année, comme je disais tantôt, on peut avoir de la prévention résidentielle à faire. Donc là, actuellement, c'est d'actualité. Donc on a à peu près 500 portes à visiter là, dans notre secteur. On va aller s'assurer chez les gens que les avertisseurs de fumée soient fonctionnels, qu'ils soient en sécurité chez eux. Puis ensuite, le soir, c'est un peu plus tranquille si on veut. Là, on est en période un peu plus d'attente. Puis tout ça, mais la journée, comme on disait tout à l'heure, la beauté du métier, c'est sur papier, mais il peut se passer n'importe quoi, puis la journée peut changer du tout au tout. Les pompiers travaillent avec plusieurs équipements,
ainsi qu'une aire de vie qui leur permet de passer une journée parée à toute éventualité. Ici, dans le garage de la caserne à Saint-Jean, la première caserne de Saint-Jean-sur-Richelieu, on a 3 casernes, à Iberville puis à Saint-Luc. Donc, pour le moment, la caserne de Saint-Jean qui est la plus grosse des 3 casernes. On retrouve beaucoup de véhicules. La pompe de véhicules, ici, c'est une pompe qui s'engage directement depuis la cabine. Donc, très rapide à mettre en fonction. Comme je disais tout à l'heure, 2500 gallons US. On a une piscine qui est de l'autre côté au besoin. Nouveau kit de pince qui est en service depuis à peu près 1 mois. Système à batterie à 2 vitesses. Ça, c'est la petite vitesse. Donc, très pratique. Là, on a d'autres outils. Même chose, scie à pare-brise, poinçon, coupe ceinture, coupe batterie. On va avoir des protecteurs de sac, protecteurs de airbag, coussins gonflables. Ici, on va avoir tout ce qui est coussin de haute pression pour lever les véhicules. C'est ce qu'on va retrouver dans ce coffre-là. Grosse boîte à outils qui est ce camion-là. Tout ce côté qui est ici qui est beaucoup réservé pour la désincarcération. Donc, sur le bateau, 2 moteurs, 215 forces. C'est quand même un bateau qui est quand même très intéressant pour le Richelieu. Avec, on va monter à 3 pompiers dessus, plus l'officier. Donc 2 vigies, 1 barreur, puis l'officier. Ici, on a les vestiaires, donc les vestiaires des pompiers. Donc la cuisine. Donc c'est là qu'on passe pas mal de temps, que ce soit pour les dîners, soupers, des fois pour faire des petites formations dans le tableau, pour discuter tout simplement, passer du temps ensemble. La chance qu'on a ici, c'est qu'on a des chambres individuelles. Donc chaque pompier a une chambre, salle d'entraînement. Donc il y a pas mal d'équipements pour travailler, s'exercer ici. Donc ça c'est la salle de formation, la salle protocolaire. Donc maintenant toutes nos formations se donnent ici, beaucoup plus spacieux comme on est rendu 15 en service en même temps, plus les 2 chefs. Donc on peut faire des rétroactions, des interventions ici. Dans un autre lieu, les répartiteurs du centre 911 de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu reçoivent les appels d'urgence. Urgence 911, quelle est votre urgence? À quelle adresse? OK. Dans votre cabanon, le feu est pris dans votre cabanon? OK, est-ce que c'est près d'un bâtiment? OK, votre nom, c'est quoi? Donc, je m'appelle Nancy Goyette, j'ai 39 ans. Ça va faire 13 ans maintenant que je suis préposée 911 pour la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Est-ce qu'il y a des blessés? Est-ce que la personne est prise dans le véhicule? Comment se déroule un appel incendie? Tout d'abord, je dois répondre à des normes, donc le numéro de téléphone, l'adresse évidemment et le nom de la personne qui appelle. Ensuite de ça, je dois faire l'évaluation du risque avec mon questionnement pour qu'ensuite, j'envoie les intervenants directement sur l'appel, tout en étant rapide et efficace. Attention, attention, véhicule 110, 120, 302, 501 et 601. Veuillez procéder pour une désincarcération. Oui, bien sûr, il y a des appels qui marquent plus que d'autres, comme moi, je me souviens exactement mon premier feu que j'ai géré. Je sais c'était quand, c'était où, j'étais habillée comment, quelle ville j'ai appelé en entraide. Je me souviens quel temps il faisait dehors. J'étais en formation. C'était mon baptême d'incendie et ça va rester gravé dans ma mémoire. Avec le temps, ça devient moins difficile, c'est sûr, mais il y a toujours des appels qui sont plus difficiles que d'autres. Avec le temps, on se fait une carapace. On a aussi des formations qui nous aident à passer à travers, nous donner des trucs. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'on a un travail à faire puis on a les gens au bout du fil se fient sur nous. Les pompiers répondent aussitôt à l'appel.
Lors d'un appel, il est primordial que les communications entre le centre de répartition et le service de sécurité incendie soient claires afin de bien diriger l'intervention. C'est sûr qu'on peut rencontrer des défis lors d'un appel incendie comme la localisation, mais maintenant, on a des outils technologiques qui nous aident vraiment pour avoir le moins de difficultés possible. Un incendie majeur fait rage à Saint-Jean-sur-Richelieu. Les pompiers en service de toutes les casernes sont sur les lieux. D'autres municipalités voisines sont également appelées en renfort, dont celle de Saint-Alexandre, à 20 minutes de là. J'étais sur Facebook juste un peu avant, puis j'étais en train de faire mon petit travail d'école là, pour mon cours de prévention. Puis là, je regardais sur Facebook, puis là, je voyais une demande d'entraide en dehors de Saint-Jean-sur-Richelieu. J'étais là, oh ouais. Puis là, je revenais de travailler, ça faisait peut-être 20 minutes, je suis revenu. Fait j'étais allé dans la douche, tout ça, je suis sorti, je me suis habillé, j'étais prêt. D'un coup que j'ai fait mon souper, j'ai déposé ça sur mon petit bureau de travail, puis je commençais à continuer mon travail d'école, puis là, ça a sonné, j'ai genre fait, OK, ben le souper a pris le bord, fait que j'ai mis ça dans le micro-ondes. Parti. Après mon pick-up, j'ai fait le premier stop, j'avais déjà 2 pompiers qui étaient en moi. Fait que là, j'ai comme fait, OK, ça va aller quand même vite à partir. J'arrivais juste avant d'arriver à la caserne. Il y avait déjà 3 gars d'arrivée. J'ai fait, OK, c'est rare que ça arrive, là, mais là, on avait quand même plus de pompiers qu'à l'habitude. Fait que là, j'étais arrivé. Je me suis habillé. Mon lieutenant m'a dit, ouais, tu conduis à la pompe. J'ai embarqué dans la pompe, puis à partir de là, on dirait que ça a pris 20 minutes, mais c'est des minutes, c'est des quelques minutes qui ont passé. Ça a pris en réalité vraiment 2 minutes à remplir le camion, mais j'ai l'impression que dans ma tête, à attendre, ça a pris vraiment 15 minutes. C'est quand même long. Puis là, on est parti. Et en sortant de la caserne, direction Saint-Jean, on voyait déjà la fumée noire là, passer au travers de l'autoroute de la Grande Ligne. Fait que là, on avait déjà un doute que c'était un gros feu, là, on le voyait déjà. C'est quand rendu sur place avec l'envergure du bâtiment qu'on a remarqué que c'était vraiment un gros feu. Donc, effectivement, on a dû répondre à un feu de bâtiment au 1015 de la rue Prescott. L'incendie de la rue Prescott nous rappelle que les alarmes incendie peuvent être des appels qui sont d'ordre prioritaire à l'occasion. Comme celui-ci est rentré pour une alarme incendie, puis à l'arrivée de la première unité, tout était normal. L'équipe est rentrée à l'intérieur du bâtiment pour effectuer les vérifications nécessaires jusqu'à ce qu'ils constatent qu'il y avait de la fumée apparente au 4e étage. Donc, rapidement, les équipes ont dû travailler pour évacuer le bâtiment. On parle d'un bâtiment qui avait 32 unités de logement. Donc, tout de même un travail assez important pour les premières unités. Question d'évacuer le bâtiment, évacuer les gens. On avait des gens à mobilité réduite qui étaient sur les étages supérieurs. Le bâtiment en question avait 4 étages, donc les équipes se sont affairées là, rapidement à évacuer le bâtiment. Une intervention comme la rue Prescott, ça nécessite beaucoup de pompiers. Beaucoup d'outils, beaucoup de camions, beaucoup d'appareils d'élévation. On avait un incendie qui était en progression au niveau du toit. Puis la construction de ce bâtiment-là fait en sorte que le toit est non compartimenté. Donc, la rapidité de propagation des flammes dans l'entretoit est très, très, très importante et se fait très, très, très rapidement. Donc, on a dû battre en retrait et adopter une stratégie défensive. Donc, une stratégie défensive, c'est que les pompiers travaillent de l'extérieur pour rabattre les flammes. Lorsque les pompiers utilisent ce genre de stratégie, c'est qu'on juge qu'il y a plus de gain à faire d'intégrer le bâtiment.
Naturellement, dans le cas du 1015 rue Prescott, le bâtiment était 100% évacué, donc il n'y avait plus de vie menacée. Donc, de risquer la vie des pompiers pour sauver des biens, c'est pas un gage de succès. Alors, on a rabattu les flammes pour finalement réintégrer le bâtiment un petit peu plus tard, puis compléter l'extinction. Mais juste en marchant vers le PSC, on est arrivé, on sentait l'odeur de la fumée qui était présente au niveau du sol. C'était quand même assez intense, là. Ça nous brûlait les yeux, tu sais, ça avait une forte odeur. On sentait les canons de l'échelle, comme s'il y avait une fine pluie qui nous tombait dessus. Quand on est arrivé, puis il y avait quand même beaucoup de monde qui nous regardait, fait que c'était quand même pas facile de pouvoir passer jusqu'à temps que les policiers interviennent pour faire une zone plus éloignée pour qu'on puisse passer. Rendu au PC, il était en stratégie défensive, fait qu'il y avait juste deux échelles qui arrosaient sur l'incendie. Nous, on était au réa, puis on attendait d'avoir notre affectation. Puis à partir de ce moment-là, on a attendu à peu près un bon 2 heures, 2-3 heures avant qu'ils fassent des méthodes de réintégration du bâtiment pour être capable d'aller faire l'inspection par l'intérieur. Puis à ce moment-là, ben, on s'est mis en place à l'extérieur. On a eu l'affectation de placer tous les jets pour rentrer avec toutes nos longueurs de boyaux. Puis après ça, on a réussi à aller procéder à l'extinction de l'incendie. Un incendie comme le bâtiment qu'on avait sur la rue Prescott, qui est un bâtiment de 32 unités, bien entendu, ça exige une structure de commandement assez particulière. On doit grossir la structure de commandement. Bien entendu, c'est pas un bâtiment d'un étage. Dans ce cas-ci, on avait aussi un bâtiment qui était pas perpendiculaire à la rue. L'adresse était pas perpendiculaire à la rue. Donc, ça amène un niveau de complexité additionnel pour s'assurer que les gens, les pompiers qui interviennent sur le bâtiment sont bien orientés, ils travaillent dans les bons secteurs. Donc, le service incendie de Saint-Alexandre qui a été affecté à des opérations de déblai et d'exploration au 4e étage. Donc, c'est important pour les officiers de Saint-Alexandre, dans ce cas-ci, d'être bien orientés sur le bâtiment. Je m'appelle William Klein, j'ai 24 ans, ça fait déjà 4 ans et demi que j'ai intégré le service incendie de Saint-Alexandre. Danny Dragon, je suis chef aux opérations pour le service incendie de Saint-Jean-sur-Richelieu depuis maintenant 18 ans. La prévention est essentielle afin de minimiser les risques d'incendie et par le fait même, sauver des vies. Or, il arrive parfois que même en étant vigilant et en prenant toutes les mesures nécessaires, un malheur arrive. Vivre un incendie en tant que victime est une épreuve bouleversante. C'est à cet instant que les pompiers peuvent faire une grande différence. Et c'est à ce moment que ces héros, hommes ou femmes, arrivent en action. Oui, Audrey Robitaille, j'habite à Saint-Alexandre. J'ai été victime d'un incendie de ma maison passée au feu en 2013. C'était mon anniversaire, on avait fêté un petit peu, mes enfants sont couchés, j'entends un bruit de papier, comme si mon chat avait trouvé un morceau de papier d'emballage. Je passe par-dessus, je me dis, ben, il va se tanner, puis je vais pouvoir m'endormir tranquille. Ensuite de ça, j'entends un bruit qui semble être dans la salle de bain. Puis là, je lui dis, ben, va donc voir. Puis finalement, il se lève, se dirige vers la salle de bain, mais le bruit que j'ai entendu sortir, le son, le cri, le hurlement qui est sorti de sa bouche, là, c'était... je me suis pas posé de questions. Je savais juste que notre vie est en danger. Donc, à ce moment-là, lui, il hurle. Moi, je le vois pas. Donc, je me suis levée du lit. Je suis partie à courir. J'ai passé devant lui, qui lui criait encore. Puis en passant devant lui, je savais même pas ce qui se passait. J'avais rien vu, mais moi, je courais pour aller sauver la majorité de nos enfants. Parce qu'il y en avait 3 au 2e étage. 1 dans le sous-sol. Donc moi, je suis partie à courir pour tout de suite aller chercher 3 de nos enfants. Mais en passant devant lui, là, j'ai vu un mur de feu extérieur. Le feu n'était pas entré à l'intérieur de la maison encore. Puis en passant devant lui, puis en montant les escaliers par 3, par 4, je ne sais pas, je les ai volés, là. Là, j'ai entendu toutes les vitres éclater de la façade avant où était l'incendie. Puis, dans mon champ de vision, tout de suite, quand ça allait éclater, je voyais des flammes rentrer dans mon salon. Donc,
Je savais que rendu en haut, je ne savais plus si on pouvait redescendre par là. Donc, en arrivant en haut, j'ai récupéré mon fils qui était directement en haut de ces flammes-là. J'ai agrippé son poignet, puis à ce moment-là, je voulais pas le lâcher. C'était impossible que je perde contact visuel, que je perde contact physique. Donc, je tenais mon fils, j'ai pris ma cocotte qui était dans sa bassinette. Ça s'est tout fait vite. Mon mari est parti chercher mon beau-fils en bas dans le sous-sol, mais il ne remontait pas. Donc, moi, je me suis dirigée vers la porte arrière. J'ai ouvert la porte patio. J'étais incapable de laisser mon mari et mon beau-fils dans la maison puis de fermer la porte. J'étais pas capable. Fait que j'essayais de ralentir mes secondes pour voir ça prenait combien de temps avant qu'il remonte. Et au moment où je m'en allais donner le bébé à ma belle-fille, bien, je lui ai dit, je te donne la petite, tu pars avec les 2 plus jeunes, puis tu reviens plus jamais. Puis comme je m'en allais dire ça, parce que je m'en allais chercher d'instinct mon mari en bas, avec mon beau-fils. Quand je lui ai donné ma cocotte, puis je lui ai dit, tu reviens plus jamais, tu continues, tu reviens plus. Bien, mon mari remontait avec mon beau-fils. Puis moi, je criais après lui, mais à ce moment-là, on ne s'entendait pas dans la maison parce qu'il y avait tellement de bruit, de craquement, là, que ça créait vraiment un gros... C'est comme si la maison criait. La maison, c'est comme si elle criait, là, tant que tu t'entends plus. T'as beau hurler, mais il n'y a plus personne qui s'entend. Ça a sonné, il était le soir tard, je peux pas vous dire exactement l'heure, là, ça fait trop longtemps. Mais il faisait noir, je me rappelle quand ça a sonné, moi j'étais couché, je me suis levé, je suis sorti sur la galerie chez nous, puis c'est à travers les champs, je voyais la maison toute en flammes, puis je voyais tous les colombages de la maison, là, on voyait que c'était déjà embrasement généralisé. Fait qu'on s'est envenu ici à la caserne, on a pris les camions, on s'est en allé sur l'intervention. Quand on est arrivé sur l'intervention, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de citoyens. De mémoire, cette carte-là, t'es rentré genre autour de minuit et demi, 1h du matin. Fait que clairement, je devais être couché dans les bras de Morphée quand ça sonne. Fait que c'est sûr que dans ce temps-là, ben c'est go, on saute dans notre linge. Moi, personnellement, depuis que je suis pompier à temps partiel, il n'y a pas de nuit, je me couche pas sans avoir mon kit de linge sur la table de salon, prêt à être enfilé en cas d'appel. Fait que on fait ni une ni deux, on s'habille, on s'en vient en caserne. Puis assez rapidement, on a su que c'était fondé, puis que ça flambait solide, puis qu'on allait travailler fort. Parce qu'il faisait pas chaud, il ventait. C'était loin d'être une journée idéale pour un incendie. Donc, on marchait dehors dans la neige, là. On a eu une voiture qui s'est immobilisée devant notre maison. Puis c'est à ce moment-là qu'on a vu vraiment... En voyant la voiture, puis en se tournant, en voyant la maison, c'est là qu'on a vu l'ampleur, là. Parce que, on la voyait plus. Il n'y avait plus de maison. Elle était cachée en arrière des flammes. Donc, on voyait plus notre façade de maison. Et puis, les voitures étaient trop près des flammes. On pouvait pas aller embarquer dedans pour se réchauffer ou quoi que ce soit. On a rapidement su que tout le monde était évacué. Donc, on savait que tout le monde était en sécurité, il n'y avait pas de sauvetage à faire. Donc, ça a été vraiment en défensif, c'est clair, parce qu'il n'y avait pas personne qui pouvait rentrer là. Ça brûlait à grandeur, on voyait à travers la bâtisse quand on est arrivé. Et là, on a su que les pompiers arrivaient. On a entendu les sirènes, tout ça, on les a vus arriver. Ça s'est mis à travailler super fort, à ne pas arrêter. Je sais qu'ils ont travaillé vraiment tard. Je sais qu'ils sont revenus plus tard. Ça a été un incendie quand même, je pense, assez intense parce que la base était forte, là, je pense, de l'incendie. Puis, premier contact que j'ai eu avec les pompiers, moi, c'est quand ils sont venus nous voir pour s'assurer qu'on était tous là. C'est sûr que la maison, ça a été perte totale. La maison, elle s'est toute écroulée au centre à un certain moment. Fait qu'on doit avoir passé de 4, 5, peut-être 5-6 heures là, au feu facilement. Ouais.
Je dirais qu'on a complété les opérations, il faisait clair. On devait avoir fini autour de 7h30, 8h d'après moi, avant que tout ait été complètement éteint, qu'on ait fait un peu de recherche aussi, un peu de recherche de cause, essayer de voir qu'est-ce qui pourrait causer l'incendie. Même les véhicules ont subi des dommages aussi, tellement les flammes ne se rendaient pas directement là, mais avec le rayonnement de la chaleur, les deux véhicules ont subi d'importants dommages aussi. L'autre contact que j'ai eu, c'est à la toute fin avec les pompiers. Puis, quand j'ai levé mes yeux, là, puis que j'ai remarqué que ma maison, elle avait presque plus de monde, bien là, moi, c'est là que j'ai lâché. C'est là que j'ai comme... Je suis tombée en boule. Puis, je sais qu'il y avait un ou deux pompiers. Je les ai sentis. Ils étaient là, je les voyais, mais ils m'ont laissé. C'est comme s'ils comprenaient déjà qu'est-ce que je vivais, même si peut-être qu'ils n'ont jamais vécu ça. Là. Voir les sinistrés en peine ou les sinistrés un peu désemparés, c'est sûr que ça vient toujours nous chercher un petit peu. On est un petit village, puis on connaît nos citoyens. C'est jamais drôle de voir une famille tout perdre ce qu'ils possèdent. Il y a eu des pompiers qui sont venus nous voir dans la maison ou dans la semaine qui a suivi, ils sont venus porter des toutous aux enfants. Sont venus nous inviter à une activité qui était justement faite en l'honneur des pompiers. Dans un court laps de temps suivant, on avait, nous autres, festival local ici. Puis il y avait une activité de financement qui s'en venait, un souper de cochon braisé. Puis on a décidé d'aller leur offrir une paire de billets pour le souper et un montant pour la soirée. On voulait qu'ils puissent passer une belle soirée, décrocher un peu, puis passer du bon temps, pas juste être des soucis du après-incendie. Pour que tout soit réglé, ils doivent s'entendre sur la cause exacte, l'endroit exact, le bon fil. Donc, c'est un travail vraiment minutieux. Puis, ils se sont entendus, là, dans la semaine qui a suivi, là, ils se sont entendus. C'était la cause... J'avais 2 lampadaires qui étaient... les fils étaient à l'intérieur de la terre, de sous terre, les fils électriques. Et puis, ça se rendait à mes lampadaires. L'endroit où ça venait se connecter dans ma maison, ça passait sous mon balcon, mais avec l'usure, une roche qui aurait frotté, un animal qui aurait grugé ou peu importe des fils, aurait enlevé la protection de ces fils-là. C'était un arc électrique qui a causé une flamme. Puis après ça s'est pris dans notre rez-de-chaussée, dans notre balcon. Puis après ça, toutes les conditions, la direction du vent, hein, le vent venait du nord. Il semblerait que c'était un vent qui était propice à vraiment alimenter des flammes. Plein de conditions comme ça qui auraient fait en sorte que c'était les conditions parfaites pour un incendie. Ouais, non, l'intervention s'est bien déroulée. On a eu quand même pas mal de monde rapidement, puis on a été en défensif tout le long. Donc, on garde toujours une distance. Puis on était quand même aussi dans un endroit où la circulation se faisait bien, dans le sens où c'est comme 2 routes qui se rejoignent, donc ça forme un U. Donc, c'est facile pour la circulation des camions, pour le transport d'eau. Le service d'incendie, là, a été tellement humain, tellement attentionné. Ils sont revenus nous voir, savoir, prendre des nouvelles. Plus qu'une fois, là. Ils nous ont même emmené un souvenir qu'on n'aurait plus. Puis, c'était une preuve de notre mariage à moi et mon mari. Il y a un papier en flamme qui revolait. À quel point, là, c'est humain, là. Au moment où la personne est en train d'éteindre le feu, il y a un papier qui s'envole, puis qui est en train de brûler. Et d'instinct, le pompier a juste fait comme « je vais le ramasser, je vais l'éteindre ». Puis dessus, dans le fond, c'était une preuve. On voyait nos 2 noms, à moi et mon mari, avec la preuve qu'on s'était mariés. Mais il est tout brûlé, là. Le tour, je l'ai encore, là. Puis là,
Le surlendemain, le pompier est venu nous le porter à la maison dans une enveloppe protectrice pour nous dire, écoutez, j'ai pas pu sauver votre maison, mais on n'a pas pu le faire, mais on a un petit souvenir pour vous. Puis on va se le dire, là où nous, on fuit de peur, de terreur, eux arrivent. Mais c'est eux qui s'en vont faire le travail, là, quand nous, on court pour s'en aller. Donc, oui, j'ai été tellement satisfaite. Là. On est vraiment heureux. On est vraiment heureux d'avoir eu la chance d'avoir une équipe comme ça près de nous. On avait besoin de ça, vraiment. Le service de sécurité incendie de Saint-Alexandre, un service à temps partiel en Montérégie, reçoit pour sa part une centaine d'appels par année. Ils sont aussi premiers répondants. Ce nombre peut sembler petit par rapport au service à temps plein, mais ce sont des appels tout aussi importants. Les citoyens comptent sur leurs compétences pour leur venir en aide le temps venu. Non, c'est pour quelle ville? On est sur la 35 en direction nord. Vers quel kilomètre? Vis-à-vis du kilomètre 25, il y a un Spider qui vient de prendre en feu. C'est pour quelle ville? Hello, I speak English. Okay, yes. Hi, so I am in Montreal, and I'm on the highway, and Route 55 and we just saw a car on the side of the road, fully on fire, and I just wanted to let you know. Attention pour le service incendie de Saint-Alexandre. Un feu de véhicule sur l'autoroute 35, direction nord, kilomètre 25. Donc, autoroute 35 nord, kilomètre 25 à Saint-Alexandre, il est 13h31. Le véhicule 247 va être 10-16, 2 officiers, 2 pompiers. À 13h37. J'étais arrivé à la caserne, j'étais pas mal des premiers arrivés. J'étais le deuxième officier, fait que j'ai décidé de prendre la place du chauffeur. Parce que de mémoire, dans ceux qui étaient là, j'étais le plus à l'aise avec la pompe. Puis comme il y avait un autre officier pour prendre le siège d'officier, ben, je suis parti sur l'appel en tant qu'opérateur de pompe. Puis on a attendu un petit peu le temps de compléter l'équipe, puis on a tout de suite pris la route. Donc, on s'est rendu sur l'appel. Comme c'est en direction nord, puis que tout n'est pas fini par chez nous sur l'autoroute, ben, il a fallu se taper un petit détour pour acheter le prochain U-turn. Mais déjà, quand on est passé en direction sud, on voyait que ça flambait pas mal. Le T-Rex était déjà pas mal embrasement généralisé. Jimmy Sharp, 47 ans, lieutenant avec la caserne 47 de Saint-Alexandre. Je suis pompier ici depuis 2007. Les pompiers procèdent à l'extinction et sécurisent les lieux afin de protéger l'intervention. On le voit là, que c'est un véhicule style moto, un T-Rex. Donc, on se parle dans le camion, on se dit qu'est-ce qu'on va prendre comme outil, comme lance et puis tout. Moi, j'étais assis à l'arrière comme porte-lance. J'étais avec la pompière Laetitia. Donc, on débarque, on a de la haute pression maintenant sur notre nouveau véhicule avec un dérouleur. Fait que, on prend la haute pression, on s'approche sur le côté. Ça a été vraiment rapide quand même comme intervention. Là, on était vraiment 4 pompiers d'expérience sur le camion. Donc, avec le dérouleur, là, on s'est approché. On a pu faire l'extinction du véhicule assez rapidement. Mathieu Lécuyer, j'ai 37 ans. Ça fait 11 ans que je suis pompier pour la caserne 47 à Saint-Alexandre. Je suis rendu pompier éligible. Mon matricule, c'est le pompier 15. Une intervention de routine? Peut-être. Mais il faut être préparé en tout temps. La gestion d'une intervention se passe relativement vite. Au début de l'intervention, il y a toujours une petite période chaos que moi j'appelle, un petit moment de l'appel initial jusqu'à temps que on arrive sur l'appel. En route, on se fait déjà une idée de
notre plan de match qu'on va se faire à l'arrivée des lieux, mais l'intervention, sinon comme telle, se fait avec une table de PC, une table de commandement, un poste de commandement, avec un officier en eau, des officiers de secteur et ainsi de suite. Là, mais c'est une gestion hiérarchique, dans le fond, une gestion d'intervention. Être pompier au Québec, ce n'est pas tout à fait comme dans les films ou séries, mais le désir de faire une différence, lui, est bien réel. Non, pas du tout. Elle est bonne comme question. C'est vraiment pas du tout la même chose que les films, les séries. Ça se ressemble quand même. On peut pas dire que c'est totalement différent, mais il y a quand même une différence entre les réalités et qu'est-ce qu'on voit à la télé. Certaines oui, certaines non. Si on pense à Chicago Fire ou quoi que ce soit, il y a des choses qui sont vraies et non vraies. Faut savoir faire la différence des choses. Puis moi, je l'ai vraiment remarqué depuis que je suis pompier qu'il y a des choses que c'est vraiment overload faux. Là. Pour un métier typiquement masculin, les femmes ont aujourd'hui autant leur place au sein d'un service incendie. Elles sont fortes, persévérantes et font désormais partie de l'équipe. Ce que j'aime dans le métier de pompier, c'est qu'on est dans l'action, on est sur le terrain, puis on est en équipe. On a l'opportunité de faire une différence dans la communauté, puis dans la vie des gens qui vivent un drame. Ça prend... il faut être en forme physiquement, il faut faire preuve de jugement, il faut être débrouillard, puis être stratégique sur les interventions. C'est un beau mélange, je pense, qui en fait un métier passionnant. Ce que je dirais aux femmes qui veulent faire ce métier, c'est oser. Osez, si vous voulez être pompier, allez donc cogner à la porte d'une caserne, puis formez-vous, apprenez le métier, puis foncez. Puis c'est la même chose pour les hommes qui voudraient faire ce métier-là. Je pense qu'on se fixe souvent nos propres limites, mais j'ai un collègue et ami qui m'a rappelé récemment que sur un feu, on n'est pas des hommes ou des femmes, on est juste une seule et même équipe. Donc, mon nom, c'est Laetitia Oswald. J'ai 40 ans. Je suis pompier depuis 2 ans et demi presque. Mon matricule, c'est le numéro 6. Puis je suis à la caserne de Saint-Alexandre, c'est la caserne 47. Pour exercer ce métier, il est important d'avoir le soutien de son équipe. Mais celui de ses proches est tout aussi crucial. C'est essentiel d'avoir le soutien de notre famille et de notre équipe dans nos fonctions. Comme pompier volontaire partiel, si on n'a pas le soutien de notre famille, je pense que ça fait pas bon ménage pour faire une longue carrière comme pompier. On doit avoir le soutien de notre famille parce qu'on peut partir à tout moment, n'importe quelle heure de la journée, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par année, que ce soit la fête des mères, la Saint-Valentin, Noël, nommez-les toutes les fêtes, là, ça peut arriver. Fait que ça nous prend le soutien de notre famille. Un soutien moral aussi, tu sais, parce que veut pas être pompier, c'est pas toujours évident. On voit pas toujours des choses, des belles choses ou des choses. Fait que ça nous prend un soutien, oui, effectivement. Puis le soutien de nos pères, ben oui, ça prend un esprit d'équipe, ça prend un soutien de nos pères, ça prend... faut être soudé, serré dans une caserne si on veut un bon fonctionnement, puis voilà. Oui, je suis fière de mon conjoint. Ça demande un don de soi. Pour les autres, pour la communauté, pour les citoyens. Rose-Marie-Anne Leclerc, je suis la conjointe à Benoît Brodeur, directeur service incendie Saint-Alexandre. C'est sûr que c'est le fun d'avoir un père pompier parce que je le vois aider la communauté, puis c'est le fun de voir ça, mais il y a quand même des mini-sacrifices à faire en tant que famille, je pense. Parce que, juste par exemple, quand on va dans des soupers de famille, des soupers d'amis ou au cinéma, c'est déjà arrivé qu'on doit partir au beau milieu d'un film pour pouvoir que papa est en intervention ou quitter un souper ou aller à un souper puis papa était supposé être là, finalement il est pas là, il peut pas. Mais je trouve quand même que ça démontre un beau don de soi, comme maman elle a déjà dit, de justement passer par-dessus ta petite personne, ton égoïsme pour aider d'autres personnes. Heidi Brodeur, je suis la fille de Benoît Brodeur, directeur incendie du service incendie de Saint-Alexandre. Je pense que c'est le rêve des tout petits gars. L'adrénaline vraiment qui venait me chercher, le sens de famille, les confrères comme l'armée. Je suis vraiment venu pour ça puis avoir vraiment beaucoup d'adrénaline dans la vie. On est comme très fiers de lui. Il n'y a pas eu un chemin facile pour atteindre ce but-là, mais maintenant qu'il l'est, je suis très fier de lui. Mon nom est Philippe Co.
Mon garçon est Jérémy Co, pompier pour la ville de Saint-Alexandre. Jérémy, c'est quelqu'un de persévérant. Sa plus grande qualité, c'est ça. Sa persévérance, il fonce, puis il lâche pas, puis il continue à vouloir comme devenir de plus en plus, que tout le monde soit fier de lui en partant. Ben, mon nom est Lucie. Je suis la maman de Jérémy Co, qui est au service de pompiers de Saint-Alexandre. Les pompiers interviennent rapidement dans le but de sauver des vies. Mais peut-on en sauver autrement? La réponse est oui. Mais comment? Par la prévention. Que ce soit pour valider qu'un citoyen possède un avertisseur de fumée fonctionnel ou qu'une compagnie maintienne le bon fonctionnement de son système d'alarme incendie, le préventionniste est là pour s'en assurer, le tout ayant pour but d'éviter des décès. Un préventionniste, dans le fond, c'est quelqu'un, c'est une personne au sein du service incendie qui s'assure que les citoyens sont en sécurité. Donc, la prévention, ça touche autant les individus dans leur maison que les entreprises, les employés. Donc, le préventionniste va s'assurer que tout est conforme au niveau des systèmes incendie dans les immeubles, donc soit les détecteurs de fumée, les systèmes de gicleurs, les panneaux d'alarme incendie. Donc, on s'assure que tout ça, c'est conforme pour que tout le monde soit en sécurité. Je m'appelle Éric Martel, je suis préventionniste, j'ai 46 ans et je suis au service de sécurité incendie de Saint-Alexandre depuis 18 ans. En gros, un préventionniste, c'est lui, c'est la personne qui va venir s'assurer de la conformité des bâtiments, autant agricoles, des bâtiments commerciaux ou institutionnels. On va faire aussi de la lecture de plans quand il y a des nouveaux projets immobiliers qui arrivent dans une municipalité. L'urbaniste de la municipalité va nous envoyer les plans. Donc moi, je vais faire une étude de code. Donc on va s'assurer que le bâtiment qui va être construit éventuellement va être conforme au code. Donc, puis, mettons plus sur le terrain, mais on va inspecter les bâtiments de A à Z. Donc, autant là, les salles, mettons une salle mécanique, des salles électriques, des corridors communs. On va s'assurer que le bâtiment est conforme à 100% là, au niveau incendie. Je m'appelle Dominique Drouin, pompier depuis 2006 et temps plein comme préventionniste depuis 2014. En fait, mon grade, là, c'est je suis pompier préventionniste, là, je fais de l'intervention aussi. Ensuite, je suis à la caserne 50 de Sainte-Brigide-d'Iberville, qui est reliée à la régie incendie de Mont-Saint-Grégoire et Sainte-Brigide. Ils peuvent ainsi être appelés également à valider des plaintes pour des feux à ciel ouvert. Une tâche différente, mais importante pour ne pas qu'un incendie se propage inutilement. Donc, vers 13h à peu près, on a reçu un appel pour une vérification de feu à ciel ouvert. Pour le véhicule 1050 en direction à 13h01 pour une vérification près du 234-234 montée de Versailles à Sainte-Brigitte-d'Iberville, bâtiment de la Liberté. Ce serait pour un feu à ciel ouvert, aucun surveillant. Les flammes sont hautes et sont près des arbres. Donc, ça serait près de la piste cyclable. La piste 40 va attendre les pompiers sur place. Donc, il est 13h01. 1050 1040. Les informations qu'on avait, là, il n'y avait aucun surveillant sur les lieux. Donc, je me suis mis en direction avec mon véhicule de prévention vers Sainte-Brigitte. Sur les lieux, on a cherché un petit peu, 5-10 minutes, on ne trouvait pas d'incendie. Tu as besoin de nos services? Bonjour monsieur. On a eu un appel pour un feu à ciel ouvert. Où? Au 234. Là, ouais, c'est ça, on fait le tour, il n'y avait pas du tout rien. Ça me disait que la plaie allait rester sur place pour dire c'était où, mais on a fini un peu de la festival, on va le voir. Finalement, on a localisé l'endroit sur la piste cyclable. Il s'agissait d'un feu de débris, palette plywood, donc un feu qui est non conforme. Donc on a procédé avec l'autopompe, on a reculé avec la piste cyclable. Sur la piste cyclable, on avait assez de place. Donc on a reculé, on a sorti une lance Preconnect, puis on a procédé à l'extinction. On a travaillé aussi avec des gaffes là, pour essayer de... Il y en avait quand même épais.
On a tout tassé ça, puis à peu près 20 minutes, là, puis on avait maîtrisé l'incendie. Ensuite, j'ai essayé d'aller trouver le propriétaire, là, savoir qui avait mis le feu, mais évidemment, personne ne nous a confirmé le tout. Donc, aux alentours de 14 heures, on quittait les lieux, puis l'intervention était terminée. La prévention, c'est aussi un travail d'équipe. À Saint-Alexandre, par un beau lundi matin, les pompiers sont à la caserne afin de recevoir les informations du déroulement de la journée par les préventionnistes et la direction. Mettons, quand on parle avec les gars de temps plein qui disent « Ah, là, les services à temps partiel... Les gars, le HLM est prêt. Fait que ça va me prendre au moins 4 gars habillés bunker. Parce qu'on va en envoyer 2 premier étage puis 2 deuxième étage. C'est aller diriger les gens et être sûr que les portes d'appartement sont fermées. Assurez-vous que les gens ont le clé. Tu sais, là, c'est un exercice. Là, je sais pas qui va aller au deuxième. Mettons Ben Will au deuxième. Puis Matt, je vais mettre Max avec toi. Max ou Anthony? Ah, Anthony. Ben, ou les deux. Les deux. Mais je vais mettre Matt, DG a rencontré hier. Ça sort pas, on cogne. Si ça sort 14 fois. Ouais. Des fois, la patente, il reste collé. Ça va pas mettre, ça. Avant la semaine de la prévention des incendies, les pompiers et les préventionnistes se préparent à effectuer des exercices d'évacuation dans des établissements jugés à risque élevé et très élevé. Donc là, on est dans la période du mois d'octobre, donc la semaine de prévention des incendies qui approche. Aujourd'hui, le 1er octobre, on a fait à Saint-Alexandre, avec quelques pompiers du service, on a procédé à les exercices d'évacuation. Donc on a fait un immeuble d'habitation. Ensuite, on a fait une garderie, une CPE, puis on a fait une école primaire. Donc tout à Saint-Alexandre. Donc on fait l'exercice d'évacuation, ensuite on fait une petite inspection du bâtiment à chaque étage. On s'assure que l'évacuation se déroule bien, on prend les temps, puis ensuite on fait un retour avec les responsables de chaque bâtiment. Les principales tâches d'un préventionniste, c'est de faire la prévention, donc auprès des citoyens. C'est de s'assurer que les entreprises aussi sont conformes. Donc tout ce qui est système de détection incendie, les panneaux d'alarme incendie, les systèmes de gicleurs, tous ces systèmes-là, dans le fond, le préventionniste va faire des visites pour s'assurer que tout est conforme. Donc, si c'est pas conforme, on peut émettre à ce moment-là des recommandations, des avertissements pour que les gens se rendent conformes aux exigences. Et puis, par la suite, c'est ça, on fait des visites de prévention résidentielle. Donc, on passe voir les citoyens chez eux, voir si leur détecteur fonctionne, s'ils sont en sécurité. Donc, au niveau aussi des installations électriques, des feux de foyer. On fait aussi beaucoup de sensibilisation au niveau des réseaux sociaux, de notre site Internet, donc sur les permis qu'il faut pour faire des feux à ciel ouvert, surtout en période de chaleur extrême. Donc, on suit aussi les avertissements avec la SOPFEU. Il y a aussi des restrictions par rapport aux feux d'artifice. Donc, tous des aspects qui peuvent causer des incendies, là, qui peuvent mettre en danger certaines installations. On a aussi une journée de prévention au niveau temps partiel. C'est différent aussi du temps plein. Le temps plein ont leur propre préventionniste, donc plusieurs préventionnistes pour la ville qui ne font que ça. Dans le temps partiel, comme moi, je suis préventionniste au niveau des risques faibles, qui est les résidences standards. Donc, je suis aussi officier santé et sécurité au travail. Donc, on a plusieurs tâches à ce moment-là. Puis, on organise une fois par année une journée de prévention avec tous les pompiers. Puis, donc, on donne un petit peu de formation le matin avant de partir sur
comment sensibiliser les gens, sur quoi les sensibiliser. C'est ça, on organise les tournées là, en fonction aussi du schéma de couverture de risque de la municipalité. En plus des résidences, il faut également que les préventionnistes inspectent les commerces et les fermes, car les clients et les travailleurs, autant que les résidents, doivent être en sécurité. Salut, c'est Dominique, service incendie à Saint-Alex. OK. Ben, je peux être là, là, je viens de finir une visite, là, fait que je peux être là dans 5 minutes, là. C'est bon, merci. Monsieur, ça va bien? Comment ça? Je sais pas le m'appeler. Ouais, non, c'est... Là, tu veux faire... Ben, on se fait la visite de chaque bâtiment, là. Vous autres, les assurances, ça fait longtemps qu'ils sont passés ou? Ils viennent juste de passer, ça fait pas... Écoute, moins d'un an, mettons? Ah non, je veux dire, c'est ce printemps, c'est Okay. au mois de mai, je veux. Dans le fond, c'était un peu le même principe si on veut, mais moi je viens plus mettre l'accès sur notre plan d'intervention. Si on a à intervenir, je me souviens qu'on vous entreposiez du nitrate d'ammonium. Oui, là dans le moment, il y a 0. OK. Fait c'est un petit 200 ampères là? Oui. OK. Mais vous allez avoir une grosse entrée électrique, genre du 600 ou? Ben, je veux dire, il y en a plus qu'une dans l'électrique, là. Je veux dire, ça, c'est juste pour le garage, dans le fond? Oui, c'est ça, c'est ça. Autrement dit, chaque bâtisse a un peu son entrée. J'utilise devant les panneaux électriques, là. Ouais. Pour voir si les disjoncteurs sont chauds. Fait qu'on peut déceler des anomalies au niveau d'électricité avec ça. Fait qu'on va utiliser ça dans les panneaux électriques. Un peu comme je disais, depuis 5-6 ans, je dirais que dans la semaine de prévention, on met beaucoup l'emphase sur le premier responsable, c'est toi. Donc, tout ce qui touche à la cuisine, quand on fait de la prévention dans les maisons, on met beaucoup l'accent là-dessus. C'est une des causes les plus importantes d'incendie au Québec, donc on met beaucoup d'accent sur tout ce qui se rapporte à la cuisine. La formation d'un préventionniste est tout autre que celle d'un pompier. Pour être préventionniste, ça prend un diplôme d'études collégiales qui est une technique de prévention des incendies. Normalement, c'est autour de 2 ans, 2 ans et demi d'études je dirais à temps partiel. Ça donne sur une attestation d'études collégiales, donc en prévention incendie. La relation entre les pompiers et les préventionnistes, je dirais que aujourd'hui, c'est quelque chose qui se passe bien, là. Je dirais peut-être... il y a quelques années, il y avait des tensions. Exemple, les pompiers trouvaient que les préventionnistes leur enlevaient un peu d'ouvrage, là, dans le sens que plus on fait de la prévention, plus on diminue les risques d'incendie. Donc, ça leur faisait moins de job, mais en bout de ligne, on est tous pour la même équipe, donc on est là pour sauver des vies. Donc, c'est pas nécessairement qu'on va prévenir des incendies, mais on veut surtout sauver des vies. Donc, que les gens puissent sortir à temps s'il y a un incendie qui se déclare. Donc, c'est ça qui est primordial. Donc, on sauve autant, sinon peut-être plus de vies en prévention qu'en intervention. Donc, c'est pour ça que la prévention, c'est quand même très important, puis de plus en plus pris au sérieux. Donc, mais il n'y a pas vraiment de guerre entre les préventionnistes ou les pompiers. Là, on est une équipe, on travaille ensemble pour le même objectif, puis c'est ce qui compte. Après plusieurs années à vivre d'adrénaline, à sauver des vies et des biens et à vivre tout un tas d'émotions, vient le temps de la retraite ou le retrait d'un service incendie. Une étape obligée, mais qui n'est pas toujours facile. Quitter cette deuxième famille laisse un vide, mais également le sentiment du devoir accompli. L'expérience des prochains intervenants vous démontrera à quel point ces humbles héros ont eu une vie trépidante, mais hors de l'ordinaire. OK, moi, c'est Noël Dupasquier. J'ai présentement 65 ans. Je suis né en 1957. J'ai immigré. Je suis suisse d'origine. J'ai immigré à Saint-Alexandre en 1979. Mais où je restais en Suisse, j'ai été 4 ans pompier avant d'immigrer ici. Puis quand je suis arrivé ici à Saint-Alexandre, quelques années ont passé. Puis à un moment donné, tu fais des connaissances. Et puis j'ai des amis. Puis tout d'un coup, ils m'ont demandé « Est-ce que tu voudrais rentrer pompier à Saint-Alexandre? » Je pense que c'est autour de 87-8 dans ces années-là. Pompier volontaire à Saint-Alexandre. Et puis, j'y réfléchis un peu parce que moi, c'était quand même... pour moi, une cause puis une passion, mais quand même, quand tu rentres pompier volontaire, c'est pour la cause, tu sais,
de toujours vouloir aider le monde quand ils sont en difficulté, en problème, en n'importe quelle situation. Puis là, ben, quand on rentrait pompier à l'époque, ils te passaient au conseil municipal. Si t'acceptais, ils te mettaient un manteau sur le dos, des bottes, puis ils étaient pompier, tu sais. Après, on se faisait des formations en caserne. Moi, ce que j'ai aimé à Saint-Alexandre quand je suis rentré, c'est que vu que je venais de l'extérieur, ça m'a permis de connaître beaucoup de monde à Saint-Alexandre, faire des connaissances, parce que quand tu immigres, ben, tu arrives, j'avais une ferme laitière. Fait que ça m'a vraiment permis de connaître les citoyens de Saint-Alexandre, l'entourage. Puis les années ont passé, on avait quoi? Une trentaine de sorties par année, des mineurs, des incendies, mais une trentaine d'interventions par année à l'époque. Oui, mon nom c'est Marco Blouin. J'étais capitaine là, quand j'ai terminé ma carrière. Ensuite, j'étais à la caserne numéro 4 sur la rue des Pins à Limoilou pour la ville de Québec. Plus belle expérience. Écoute, oui, c'est de mes 15 ans à la direction et puis d'amener à la fin, tu sais, un beau transfert avec une belle équipe, une belle continuité. Il y avait une caserne refaite avec l'hôtel de ville qu'on a reconstruit en 2013-14. Une belle flotte de camions, du bon équipement. Je pense que ma plus belle expérience d'intervention, j'ai eu la chance de sauver une vie en 2007. Une personne qui était en difficulté puis qui voulait mettre fin à ses jours. Et puis, je suis comme arrivé à temps pour lui sauver la vie. Ça, c'est sûr que c'est un beau cadeau d'une vie de pompier, d'avoir pu sauver une vie. Ouais. Mais au niveau des interventions, tout ça, c'est sûr qu'un sauvetage va sortir un peu du lot, là. Enfin, je te dirais, c'est quand j'avais sauvé une madame avec son bébé de 3 ans, d'une mort certaine. Là, ça, je pense que c'était mon plus beau souvenir à la vie qu'on avait eu. Là. Parmi tous les bons souvenirs, je pense que celui-là, c'était le plus gratifiant. La pire expérience. Je te dirais que oui, j'ai perdu un pompier dans un accident. Pas sur un incendie, mais un accident automobile. Puis un de mes pompiers qui est décédé. Un tragique accident. Ça, c'est sûr que c'est des moments le 1er décembre 2006. Des dates qu'on n'oublie pas. Tu te rappelles qu'est-ce que tu faisais cette journée-là, de tous les moments. C'était assez... C'est des expériences... ouais, c'est la pire expérience, peut-être. Ouais. La pire expérience, c'est quand tu échoues un sauvetage ou que des confrères qui se blessent gravement là, sur les lieux, là, au cercle de la garnison. Je te dirais en 94, ça fait longtemps. Il y avait une explosion de gaz naturel, puis j'avais 3 de mes confrères qui ont brûlé au 3e degré. Puis moi, j'avais reçu un genre de gros châssis, une fenêtre dans le dos. Puis j'avais rentré après pour les secourir, tout ça, mais le mal était fait, là. Il était brûlé au 3e degré, il était défiguré, tout ça. Je pense que c'est pas mal mon pire moment là, dans ma carrière. Dans une carrière de pompier, le changement, l'évolution ainsi que l'adaptation font partie intégrante de ce métier. Bien qu'on pense qu'il ait toujours été le même, ce métier a-t-il évolué et comment? Il a énormément évolué, bien dans le bon sens, comme on dit. J'ai dit tantôt, quand on rentrait pompier, ils nous mettaient un manteau sur le dos, des bottes, un casque, puis on allait au feu avec un minimum de formation. Puis Après, ça fait que moi, l'évolution fin des années 80 à 2016, elle était immense. Dans le bon sens toujours, surtout la formation. La formation des nouveaux pompiers qui rentraient, très importante. La sécurité de nos pompiers, je pense qu'il y a eu assez d'accidents dans les casernes, tu sais, souvent quand même avec un manque de formation. Fait que ça, c'est une très belle évolution dans les systèmes des services d'incendie au Québec. Ouais. Je te dirais beaucoup sur toutes les facettes. Là,
Les appareils respiratoires, au début, on les mettait même pas. Au début, c'était vu que quelqu'un qui mettait un appareil respiratoire, c'était pas un vrai pompier. C'était pas un dragon. Parce que les vieux pompiers ne mettaient pas. Fait que ça a évolué terriblement. C'est aujourd'hui, tout le monde, si tu ne mets pas un appareil, c'est le contraire, c'est là que tu vas avoir une réprimande. Fait qu'au niveau des appareils, l'efficacité des appareils, les habits de combat incendie, on avait des paletos avec des bottes en caoutchouc qu'on montait comme pour aller à la pêche. Aujourd'hui, il y avait ça des bunkers. Les habits ont évolué, les casques ont évolué, les camions, les caméras thermiques pour détecter les chaleurs, pour savoir où est ta source de feu. Au niveau de la formation aussi, les entraînements, les camions, tout, dans le fond, tout a évolué de A à Z là, depuis le début que j'ai commencé jusqu'à la fin. Je suis fier d'avoir fait les années que j'ai fait. Comme quand je dis, j'ai quitté. Je suis toujours fier de voir des pompiers à l'œuvre. J'ai aimé toutes nos interventions. On lâchait tout, puis on faisait tout ce qu'on pouvait. On a toujours eu des bons commentaires, des bons remerciements des citoyens qui appréciaient notre travail. Oui, j'étais fier. Ouais. C'était tellement la confrérie, comme je disais, tout l'esprit de gang, le travail d'équipe, tout ça, c'est quelque chose qui me manque, oui. Un service incendie, ce n'est pas juste un bâtiment. C'est aussi une famille. Une famille dont les membres sont toujours présents les uns pour les autres, pour la communauté, et tout ça dans le but de donner. Donner son temps, son énergie, donner le meilleur de soi. Ces héros méritent une reconnaissance et c'est ce que la municipalité de Saint-Alexandre leur a offert. C'est donc avec beaucoup de joie que la municipalité se joint à cette soirée pour souligner les années de service de certains membres du groupe des pompiers. 20, 30, 40 années d'implication, c'est tout un bail. Si ce n'est pas l'expression d'une équipe unie, d'un climat stimulant, d'une belle camaraderie, je ne vois pas c'est quoi. Les élus et la direction ne tardent pas d'éloges envers leurs membres. Place, donc, je pense que vous avez une équipe complémentaire, puis on le sent, vous êtes une belle gang, une grande famille, puis je pense même au-delà avec la grande famille aussi des élus, puis de l'administration municipale. Bravo de le faire tout le monde ensemble. Que l'on soit pompier ou officier, chacun a sa place dans la pyramide, comme je l'ai dit. Puis s'il manque un morceau, ça va tout s'écrouler, mais si on n'a pas l'appui justement de nos conseillers, comme je viens de le dire, là, puis on n'a pas de budget, puis on n'a pas nos entraides autour de nous, ben on ne sera pas capable de respecter notre schéma d'ouverture de risque. Et si on ne le respecte pas, ben on va se faire emballer par des plus gros qui sont autour de nous autres. Les pompiers reçoivent une distinction allant de 5 à 40 ans de loyaux service, une récompense hautement méritée pour le travail accompli. Et bien qu'il en reste encore beaucoup pour certains, cette soirée sera sans aucun doute une motivation accrue afin de poursuivre leur devoir. Quand le devoir m'appelle, Dieu mon ami, et que les flammes sans pitié ravagent, donne-moi la force de sauver les vies, surtout de ne jamais perdre courage. Avec toi, j'attendrai, avant qu'il ne soit trop tard, le petit enfant blessé, le malheureux vieillard. Qu'il me soit permis, dans ta générosité, de leur épargner l'horreur de cette destinée. Puisqu'en tout temps, il me faut être alerte, je t'en prie, Seigneur, guide tous mes gestes. Dans la tumulte infernale de l'incendie, fais-moi entendre le plus faible des cris. C'est avec gloire, Seigneur, que je remplirai ma destinée. Sauver des vies, n'est-ce pas le plus beau des métiers? Quand le calme revient et que chacun retrouve les siens, c'est alors que je serai fier d'avoir aidé mon prochain. S'il arrivait, par ta volonté, que ma vie, je sois obligé de donner, je te prie de veiller sur les miens et de bénir en moi le pompier qui les tient. Et quand les plus vieux partiront, c'est la jeune relève qui prendra le flambeau. Et que pourrait-on dire aux futures générations qui aimeraient faire partie de cette aventure? Probablement de juste venir voir c'est quoi. Je pense pas que tout le monde peut venir faire nécessairement un stage s'ils sont pas inscrits dans le domaine. Mais de parler avec des pompiers, de venir voir c'est quoi la réalité. C'est une job qui est... C'est pas comme dans les films, c'est pas... ça ressemble à rien d'autre que je connais, c'est vraiment unique. De là, par le côté fraternité que je discutais un petit peu avant,
Ça, c'est quelque chose d'unique, c'est super comme métier, mais de venir voir un peu puis discuter avec les gens du domaine pour avoir une idée de c'est quoi la réalité. De croire en ses rêves, foncer, puis d'être persévérant. Moi, j'en suis la preuve notable. Là, ça fait 11 ans que je suis sorti du DEP, que je suis pompier à Saint-Alexandre. Cette année, je viens de rentrer dans un service qu'on peut considérer temps plein pour la ville de La Prairie après 11 ans. Donc, c'est de la persévérance, mais de croire à son rêve. Quelqu'un qui veut, c'est sûr qu'il va réussir. Ah, vas-y, réfléchis. Mais si l'appel tes sentiments de vouloir aider le monde et puis t'as la cause dans ton... Tu sais, c'est une cause comme une autre. Il y en a que leur cause, c'est... Il y en a plein de causes pour aider les gens aujourd'hui, puis s'il y a un moindre sentiment de vouloir embarquer, ben d'aller peut-être visiter une caserne, s'informer plus si le jeune il est pas assez au courant de qu'est-ce que c'est. Et puis après, ben oui, c'est sûr que quand t'engages, il faut de la formation, mais de tourner un peu autour du milieu de l'incendie pour savoir si ça va t'attirer. Je pourrais dire, aller à l'école, c'est une chose, faire le cours de pompier, faire l'IPIC, le DEC, mais la vraie job commence après l'école. Si tu veux vraiment un job permanent, il va falloir que tu mettes plus de temps d'études que tu as mis à l'école pour rentrer. Si, par exemple, comme je vous expliquais tantôt, l'examen écrit ici, il y en a juste 100 qui passent sur les 1000, mettons, qui appliquent. Fait que c'est du temps à mettre, c'est de l'étude, c'est du travail fort. Si tu veux vraiment la job, tu mets les efforts puis tu mets le temps, tu vas l'avoir. Ben, je lui dirais de rester le plus possible passionné, puis surtout qu'on apprend à tous les jours. C'est pas parce qu'il pense avoir tout vu qu'il ne peut rien se passer d'autre, parce que il n'y a pas plus tard que tout à l'heure sur l'appel qu'on a eu, on apprend encore des choses là sur un avertisseur de fumée qui est très très banal, mais qui est avec des batteries au lithium, comment le mettre hors service. On l'a appris aujourd'hui, donc il n'y a pas d'âge pour apprendre. Et puis je dirais de surtout être à l'écoute des anciens pour apprendre, parce que c'est un savoir qui se partage entre pompiers, même si à l'école ils apprennent des choses. La vie de terrain c'est autre chose, mais d'être à l'écoute, puis après ça de partager ses connaissances quand il sera rendu plus vieux. C'est sûr que ceux qui veulent le devenir à temps plein, ben là, c'est peut-être un meilleur timing, il y a plus d'ouverture parce qu'il y a beaucoup de départs à retraite. Mais il y a aussi beaucoup de formés versus le nombre de places disponibles. Mais si tu y crois, si tu le veux, bien, selon moi, tout est possible. Il faut croire en ses rêves, puis faut y mettre les efforts demandés. Je dirais oui, go, vas-y, hésite pas. C'est le plus beau métier du monde. Malgré que ça a évolué, tout ça, mais ça reste que pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Je dirais à la relève, c'est de se tenir formé, de se tenir informé, puis toujours faire la mise à jour de sa formation, puis d'être passionné, de vivre sa passion, puis de voir ça comme si on est là pour aider notre prochain un peu, puis aider notre population. Fait que je dirais de vivre sa passion, puis ça prend des gars d'esprit d'équipe pour vivre dans une caserne. Que ce soit pour sauver des vies, des bâtiments ou simplement pour être présents dans la communauté, ces hommes et ces femmes dévoués seront là parfois dans les moments les plus pénibles de votre vie. Vous ne vous en rappellerez peut-être pas sur le coup, mais ces héros d'un jour seront vos héros pour toujours.
though I know it's wrong, just one more time, I'm gonna play with fire. I wanna 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 play with fire. Yeah! Feel the heat rise, see the sparks fly in the danger zone.